Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclosion. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous plonger dans un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'humain, ou comment la diversité et l'inclusion redessinent nos façons de travailler, de manager et même de penser le succès. Et pour explorer ça avec nous, j'ai la chance d'accueillir une invitée au parcours inspirant et surtout engagé, Leïla Delimi, elle est fondatrice de l'entreprise Eigo. Et on va discuter de tout ça avec Leïla. Bonjour Leïla, comment tu vas ? Bonjour David, ça va bien, merci, et toi ? Bah ouais, ça va super bien. Je suis trop content de te recevoir dans mon podcast. Moi je suis ravie d'être là aussi, merci. Je pose mon casque. Ouais. Non, ça fait un petit peu de bruit. Alors Leïla, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours, qui tu es ? Alors moi je suis née à l'étranger, je suis née en Algérie, je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans, à Pau, donc j'ai vécu pratiquement toute ma vie ici. Et donc j'ai un parcours, on va dire, classique. J'ai fait des études littéraires, plus ou moins. Ouais. J'ai un parcours professionnel très diversifié et qui est empreint finalement des différentes aspirations professionnelles que j'ai pu avoir tout au long de ma jeunesse, en fait. Parce que quand on est plus jeune, on vous demande toujours qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Donc moi, j'ai eu plein d'aspirations. Et avec le recul, je me suis aperçue que mon parcours professionnel était empreint de ces différentes inspirations, finalement, que j'ai vécu... un petit peu les différents rêves que j'avais ou les différentes envies professionnelles. Donc j'ai travaillé dans des secteurs comme l'éducation nationale, le tourisme, le secteur de la santé, le juridique. J'ai plaidé au prud'homme pendant 5 ans avant d'intégrer le secteur de l'industrie en 2008. Et comme j'avais un parcours professionnel plutôt littéraire, c'est vrai que je m'étais cantonnée à faire des recherches dans le milieu plus ou moins littéraire ou linguistique, parce que j'avais un doc d'anglais et BTS tourisme. Et je pensais pas pouvoir travailler dans le secteur de l'industrie, puisque moi-même, j'étais pas ingénieur ou j'avais pas fait des études. Et finalement, c'est le milieu professionnel qui m'a permis vraiment d'éclore, on va dire, et vraiment de m'épanouir de pouvoir me dire, tiens, c'est le domaine d'activité qui me permet de bien grandir. Ouais. Et j'ai eu la chance, effectivement, de rencontrer le long de mon parcours des managers qui ont su faire preuve, comme on dit aujourd'hui, de bienveillance, c'est-à-dire qui ont su voir quel était quelque part mon potentiel ou mes capacités et qui m'ont poussé et amené à grandir, ainsi que mes collègues aussi. Et donc, de fil en aiguille, je suis arrivée on va dire, dans le secteur des ressources humaines. J'ai atterri dans un grand groupe international, ici, de la région Total. Ouais. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine des ressources humaines, de la gestion de la mobilité internationale. Et j'ai décidé de reprendre les études en 2018. J'avais plus de 40 ans, pour valider un master responsable RH et pour valider du coup mon expérience, parce que le fil conducteur finalement de toutes mes vies professionnelles, ça a toujours été l'humain, le lien à l'humain dans un contexte multiculturel. Super, tu me fais une super transition avec la première question que je voulais te poser avant de démarrer. Justement, c'est quoi l'humain ? Alors pour moi, l'humain... Alors j'aime bien la physique, je te disais j'ai un parcours littéraire, mais j'aime bien aussi m'intéresser à la science et notamment à la physique quantique. Et c'est vrai que l'humain, pour moi c'est une forme ou une énergie qui se matérialise au travers d'un corps dans la matière. Et je me dis que c'est pour ça qu'on est en éternel mouvement. Parce qu'en fait, l'être humain, si on voulait le définir, il y a différentes dimensions qui le composent. La dimension spirituelle, philosophique, psychologique, biologique, scientifique. Et toutes ces dimensions, en fait, ont un impact dans notre quotidien, que ce soit en termes d'émotionnel, en termes de prise de décision. Et en même temps, on évolue dans un environnement, dans un écosystème. Aujourd'hui, on voit un peu les impacts de l'environnement, mais on fait partie de cet écosystème. Donc, c'est un être vivant aussi au sein d'un écosystème. Et plus on va se rapprocher, on va dire, de nous, on a aussi notre environnement familial, l'éducation. Donc, en fait, on est un petit peu forgé ou en tout cas modelé en fonction de ces différentes dimensions. Et souvent, la dimension qui nous manque... Finalement, c'est d'aller chercher dans ce noyau, finalement, ce qui nous compose vraiment, ce qui nous singularise ou ce qui nous définit vraiment. Donc, pour moi, c'est pas pour faire une mauvaise comparaison, mais je dis qu'on parle souvent de machines, qu'elles sont complexes, mais pour moi, l'humain, il est encore plus complexe que n'importe quelle machine. En fait. Ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, on est tout le temps en évolution.
Et on se pense être un être rationnel, mais en fait, on est plus dans l'émotion. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est ça, c'est qu'on vit aussi nos émotions, quoi. Parce que les machines ne peuvent pas vivre. Exactement. Et lorsqu'on voit aujourd'hui nos modes de fonctionnement, on voit bien qu'on est plus guidé par les émotions que par la raison. Si on était guidé par la raison... Disons qu'on est guidé par nos émotions peut-être, mais que la raison revient aussi pour nous dire attention... mais on l'écoute pas assez. Tes mais émotions... tu vois, tu peux pas écouter... Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, je suis pas spécialiste, mais j'imagine qu'on peut pas écouter toutes ces émotions, quoi. Non, mais souvent, en fait, on va dire que nos choix qu'on pense rationnels, des fois, sont guidés... par des émotions parfois enfouies ou des voilà, donc même des conditionnements voilà, et mais bon, donc du coup tout ça pour dire que pour moi l'humain il est assez complexe et voilà, donc complexe, ça veut pas dire compliqué. Non. C'est souvent c'est vrai qu'on a tendance à penser complexe, compliqué. Non. Il faut juste prendre le temps de se découvrir et je pense que dans le rapport à l'autre, la connexion et les relations interpersonnelles et notre rapport au monde d'une manière plus large nous permet de mieux nous connaître aussi au fur et à mesure. Et dans quel but dans tout ça, puisqu'on est tous aussi guidés par un objectif ou par un but? Alors, moi je pense qu'en fait, en tant qu'être humain, on a tous, comme je disais, on est tous faits de chair, de sang, on a tous les mêmes, on a tous les mêmes qualités, défauts, et en même temps on a aussi des mêmes besoins. Si on reprend la pyramide de Maslow, des besoins fondamentaux. Donc je pense que ce qui guide, je veux dire qu'on soit ici ou au Pérou, au Népal ou au Japon, on a tous envie d'avoir une vie où on se sent heureux, épanoui, où on a envie de connaître l'amour, en sécurité, en paix aussi. Voilà. Donc, avec un minimum d'estime aussi. Aussi de soi. Et donc, oui, je pense que c'est les mêmes, on va dire la structure est la même. Les schémas sont les mêmes. Moi, j'aime bien dire que finalement, on est comme, je veux dire, une pièce de théâtre qui se joue. Tu vois, on a le même scénario, mais on le fait différemment. Voilà. On va le jouer différemment avec différents acteurs, différentes scènes, différentes mises en scène, différents décors. Et finalement, si on regarde un petit peu avec la prise de hauteur, je pense qu'on s'apercevrait qu'on vit tous les mêmes situations, mais avec des spécificités, des différences liées à l'endroit où on vit, à notre parcours personnel, professionnel. Donc, tu sens peut-être le projet de se dire qu'on est effectivement tous différents et qu'il y a beaucoup de diversité, mais que quand même on est là pour vivre tous ensemble dans un objectif d'harmonie, de paix et puis de progrès, quoi. Oui, de manière générale. C'est ça. Pour moi, le fait qu'on soit différent, ça nous amène finalement à faire preuve de curiosité, à s'intéresser à l'autre et de voir, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter. On y verra peut-être un peu plus tard. On va voir ça un peu plus tard, Et donc, on voit quand même que ton parcours est marqué par une quête de sens, de justice aussi, d'équité. Est-ce qu'il y a eu des événements ou des rencontres qui ont été décisives dans ton choix justement de promouvoir, tu vois, la diversité et l'inclusion, notamment dans le milieu professionnel? Alors, si je devais alors peut-être qu'à l'origine, comme je te l'ai dit, moi je suis née à l'étranger. Donc lorsque je suis arrivée en France, c'est vrai que on va dire la mobilité, ou le process d'immigration, nous on l'a pas expliqué, du moins je me rappelle pas qu'on m'ait dit tiens on va aller. Donc je suis arrivée en France, je parlais pas français. Ça a été un choc culturel aussi. Et donc il a fallu s'adapter. Donc j'ai eu des questionnements. J'ai eu la chance d'avoir mon père qui a répondu à des questions quand j'en avais besoin. Donc déjà, ces enjeux-là, moi, je les ai vécus personnellement, effectivement. Lorsque tu arrives, comment est-ce que tu fais pour t'adapter dans un pays, une langue différente? Tu avais quel âge? 6 ans. Je suis arrivée au CP. Donc au CP, je suis rentrée en classe, mais je parlais pas français. Donc pendant 3 mois, au bout de 3 mois, je parlais. Tu comprenais un petit peu ou pas du tout? Je sais, maintenant avec le recul, j'ai l'impression que oui, mais en fait pas vraiment, honnêtement. Non. Et donc pendant 3 mois, j'étais dans une classe, j'ai revu mon instit en fait, il y a quelques années. Ça oui. Et qui m'a dit qu'on était une classe où il y avait d'autres personnes en fait d'origine portugaise,
africaine qui va parler. Ouais, c'était comme classe peut-être mix. l'initiation, Ouais. ou classe, tu sais, non francophone, peut-être pour certains. C'était pas tout le monde, mais on était plusieurs dans ce cas-là. Et puis après, en fait, écoute, comme on dit, les enfants, tu sais, t'apprends vite, donc voilà. Oui. Donc on va dire, il y a ce parcours personnel, effectivement, et de double culture aussi. Et puis, dans mon enfance, moi, j'aimais bien regarder la télé. On avait le Club Dorothée, tout ça. Et les mangas. Ouais. Et il y a une série qui m'a particulièrement, du coup, touchée et inspirée encore plus. C'était Les Cités d'Or. Tu vois, ça parlait, là, c'était un voyage quelque part vers un continent natal, avec deux personnages, puis après 3. Mais c'est surtout qu'au travers de ce dessin animé, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on parlait de la culture et de la civilisation maya, aztèque, inca, et qu'à la fin de chaque épisode, en fait, tu avais un reportage réel, en fait, on te montrait les sites, on te parlait du lac Titicaca, par exemple, du Machu Picchu. On te faisait en fait le lien avec la réalité pour te montrer effectivement, c'était une forme de cours d'histoire en fait et de civilisation. Ouais. Et je sais pas, ça m'a encore plus inspiré, donné l'envie d'aller vers l'autre, parce que du coup, voilà, quand t'arrives que tu parles pas effectivement, tu vois, par exemple français, t'as envie d'aller vers les autres, donc la communication. Ouais. Donc du coup, moi j'ai toujours été une bonne communicante, hein, même quand j'étais en Algérie, je parlais beaucoup. Ouais. Mais du coup, communiquer avec les autres, tu fais un premier pas déjà pour apprendre à les connaître. Et pour moi, ça me semblait tout naturel. Et puis voilà, j'étais curieuse, donc j'avais envie de savoir pourquoi tu fonctionnes toi comme ça, ou pourquoi tu penses ça, ou qu'est-ce qui fait effectivement que tu agis de telle et telle manière. Ouais. Et pour moi, ces premiers pas de curiosité, de connaissance, c'est ce qui mène vers le respect et l'acceptation finalement de l'autre dans sa différence. Ouais. Et alors oui, tu m'avais dit, il y en avait plusieurs. Dis-moi. Oui, donc il y avait les Cités d'Or, mais il n'y a pas que ça. Ah, il n'y a pas que ça. Ouais. Non, pardon, il y en a 4 en fait. Les Cités d'Or, et puis un peu plus tard, il y a eu un événement personnel qui m'a fait l'effet d'une onde de choc. Ah oui. Et qui m'a amené, comme tu disais, c'est à ce moment-là que je me suis demandé c'est quoi le sens de ma vie. Comme on dit souvent, tu sais, quand tu frôles un peu la mort, tu te dis, c'est là que tu te réveilles. Et tu te dis, tu prends un peu de recul sur ta vie et tu te dis, mais où sont mes rêves ? Qu'est-ce que j'ai fait, justement, de ma vie ? J'avais fait des choses, c'est non pas que j'avais rien fait, mais voilà, cette quête de sens s'est manifestée à ce moment-là. Et j'ai eu envie de faire quelque chose, effectivement, de me rendre utile, mais surtout par rapport à mon parcours professionnel qui était jonché de plein de CDD, mais j'avais l'impression que j'étais pas aux commandes de ma vie professionnelle. Vu que je suis très curieuse, on pouvait me proposer différentes choses, je pouvais y aller parce que ça m'intéressait. Je me dis, tiens, je connais pas ce secteur, pourquoi pas ? Mais ça te donne le sentiment finalement que t'es toujours, tu sais, comme un papillon en fait. Tu vas là où t'amènes le vent, te porte le vent, et j'avais envie d'être un peu plus aux commandes de ma vie professionnelle et personnelle, et du coup j'ai commencé à réfléchir avec une coach, Charlotte, du coup, que j'embrasse parce que qui m'a beaucoup aidée dans un moment qui était compliqué personnellement, mais on a réussi à faire émerger un beau projet. Donc là j'avais commencé ce travail en 2015. Et donc de ce travail, au vu aussi de ce qui se passait dans le monde, j'avais envie d'apporter aussi ma pierre un petit peu à l'édifice en termes de lutte contre les discriminations. Et comme je t'ai dit, pour moi, la différence, c'était pas une source d'opposition, mais plutôt une richesse pour la société, pour le monde. Et j'avais envie de participer à véhiculer ce message au travers justement de comment est-ce qu'en améliorant son degré de connaissance un petit peu, tu vois, culturel, on pouvait s'ouvrir et être plus respectueux, tolérant, et du coup améliorer le vivre et travailler ensemble. Donc au départ, ça s'est manifesté par la création d'une association qui existe toujours, donc qui s'appelle Let's Rock. Let's Rock. Ouais, c'est un acronyme qui veut dire Let's Raise Our Cultural Knowledge. Donc, génial. Élevons notre degré de connaissance culturelle. Et je savais que je voulais en dégager une partie, on va dire, un peu plus professionnelle, pas juste bénévole. Mais je savais pas trop comment, parce qu'au départ, je l'avais orienté plutôt sur, au vu de mon parcours professionnel, un accompagnement, une aide à la mobilité, de par mon expérience dans l'expatriation, la gestion des expatriés ici. Sûr, Et en reprenant mes études et en étant un peu plus sur les RH, j'ai vu en fait, plutôt que ça se réorienterait, ça pourrait se manifester au travers de cette promotion de la diversité et de l'inclusion, au travers de l'aspect plutôt culturel. Voilà. Ok. Donc on va dire, c'est ce qui m'a
Ouais, il y a Voilà, vraiment c'est un eu cheminement. des moments clés quoi, Ouais. dans ta progression vers Eigo, C'est ça, la société que tu as exactement. créée aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, pourquoi Eigo, ça a du sens pour toi? Ça veut dire quoi? Ça symbolise quoi le nom de Ei? Donc, il veut dire œil en anglais, et Go, bah Go, tout le monde sait ce que ça veut dire, quoi. Oui, mais en fait, je cherchais donc un mot déjà dans la démarche d'aller vers l'autre. Donc, I go, moi je m'étais dit, je veux aller vers l'autre. L'idée, c'est d'aller vers l'autre en portant un regard différent, à savoir ne pas s'arrêter sur les différences visibles, mais chercher dans l'invisible ce qui nous rassemble et ce qui fait qu'on est pareil. D'accord ? Et du coup, j'ai voulu prendre l'œil pour porter ce regard. Et en même temps, lorsqu'on lit I go, c'est comme I go, je vais. Tu vois ? Donc ça, c'est le double sens. J'y vais, quoi. Je vais vers l'autre. Je vais vers l'autre. Ouais. Mais avec l'œil, ça s'écrit avec l'œil parce que du coup, c'est porter un regard. Porter un regard, ouais. Voilà. Et le slogan de I go, c'est aller au-delà de ce que l'on voit. Génial. Et en plus, ça faisait encore plus de sens puisque moi, on m'a découvert une maladie génétique, en fait, aux yeux, donc en 2014. Donc, ça fait plus de sens encore de porter un autre regard, tu vois, sur le monde. Voilà. Donc, ça, c'est l'origine du nom. Voilà. Donc c'est un vrai projet qui met l'accent sur le potentiel humain, comme on l'a dit tout à l'heure, pour des transformations qui sont pérennes, quoi. C'est-à-dire que quand on discute avec toi, vraiment, on a la sensation de découvrir peut-être quelque chose sur nous-mêmes, mais surtout une ouverture vers les autres et sur un monde qui est beaucoup plus empreint d'empathie, d'ouverture aux autres, de collaboration aussi avec des gens très différents. Quel lien tu fais entre justement diversité, créativité et performance? Alors l'humain, c'est vrai que on l'a souvent considéré aujourd'hui, on est à l'heure de l'IA, dans tout ce qui est... et puis ça fait un petit peu peur parce que dans le monde professionnel, on pense que la machine va remplacer l'humain. Mais pour moi, ma vision des choses, c'est plus que l'humain a été traité comme une machine depuis des décennies, du moins depuis des siècles en fait. Depuis tout le temps. Depuis tout le temps en fait. Et aujourd'hui, je pense que faut pas être en opposition finalement, tu vois, entre l'homme, la machine. C'est que il y a peut-être la machine, elle va peut-être nous décharger de certaines choses justement qui n'étaient pas pertinentes, tu vois. Justement. Voilà, libérer pour pouvoir nous reconcentrer sur ce qui fait, sur notre valeur ajoutée en tant qu'humain. Et l'humain, effectivement, aujourd'hui, il est au cœur de l'entreprise en fait. Quand on parlait d'émotions tout à l'heure, c'est vrai qu'on nous a souvent dit, on nous a conditionné aussi à scinder. T'avais une vie pro, une vie perso. D'accord ? Donc tu venais en entreprise, fallait avoir le sourire au minima, tes émotions tu les mettais de côté, tu pouvais pas exprimer tes émotions, dire si ça allait ou si ça allait pas, c'était mal vu, tu pleures en entreprise, ça va pas, tu fais la tête, on va dire elle fait la gueule, elle est pas super cool. Mais aujourd'hui on voit les conséquences de tout ça, on voit les risques psychosociaux, la santé au travail, tu vois, les burn-out, tout ça. Bien sûr. Donc pour moi l'humain, il est au cœur de toute façon, c'est l'ADN de l'entreprise. Pas seulement du point de vue salarié, mais qui est-ce qui a fondé une entreprise ? C'est un humain. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, au bout d'un moment, l'humain, il est au cœur de l'entreprise, quels que soient les tenants et les aboutissants, on va dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on perçoit l'humain, comme on le disait la dernière fois, le disait Didier en conférence, c'est vrai que d'un point de vue opérationnel, on va dire comptable, c'est vu comme une charge. Donc, voilà. Donc, là où tu investis, comme il disait, sur une voiture, un bureau, un ordinateur, ça passe d'un point de vue comptable comme un investissement. Or, aujourd'hui, il faut effectivement revoir cette vision et plutôt considérer l'humain plutôt comme un investissement sur le court, moyen et long terme. Ouais, je pense qu'il y a quand même des entreprises qui considèrent l'humain comme un investissement. Tu vois, typiquement, quand tu embauches quelqu'un, tu as quand même bon espoir que la personne que tu vas embaucher va créer de la valeur dans l'entreprise. Cette valeur-là, effectivement, elle se transformera en chiffre d'affaires plus tard, en bénéfice plus tard, tu vois. Donc, un humain dans une entreprise crée de la valeur. Crée de la valeur, mais... Si on l'embauche justement pour créer cette valeur, je pense que c'est effectivement peut-être comptablement une charge, mais ça reste un investissement. Disons que face on va dire aux problématiques économiques, aux enjeux, souvent on aura tendance à faire des plans de licenciement parce qu'effectivement derrière, malheureusement, on va chercher, tu vois ce que je veux dire, c'est
Alors, on va plus rapidement licencier que... la masse salariale que voilà. L'outil. La première chose sur laquelle on va faire des économies, c'est ça. C'est la masse salariale. Donc, ce qui est dommage. Oui. Après, du coup, le lien entre, effectivement, aujourd'hui, diversité, performance, c'était ça ta question, du coup? Oui, créativité et performance. La diversité... C'est facile. Hein. Non, mais en fait, si on voit la diversité... Alors, la diversité, on peut l'aborder de différentes manières. Aujourd'hui, d'un point de vue économique, environnemental, il faut s'orienter vers des process, des méthodes plus diversifiées, tu vois, des énergies autres que les énergies fossiles. Donc, on a cette diversité, mais aussi après, dans l'humain, tu vois, on a été conditionné ici de par de notre parcours professionnel à choisir une voie, une orientation professionnelle, un métier. Donc, il fallait que tu sois, je sais pas, tu choisis comptable, mais il fallait faire un choix. Mais ouais, on te disait très clairement, quand t'es, par exemple, si je parle pour moi, quand j'étais au lycée, j'étais pas très bon en maths, moyen en maths, moyen en français, tu vas faire du commerce, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est ça. Ou t'es pas bon en maths, tu vas être dans le tourisme, littéraire, ou voilà. Ouais, ou alors ton père, il est boulanger, ce serait bien que tu reprennes la boulangerie de tes parents. C'est vrai qu'en fait, les gens ne font pas forcément les choix. Par eux-mêmes, quoi. Mais disons qu'on a une diversité en nous, pour moi, je veux dire, comme je t'ai dit, on évolue. Donc c'est vrai que quand on est jeune, des fois, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire dans la vie. Donc on nous force, c'est normal. Et on nous force à choisir un chemin. Donc tu t'orientes des fois en fonction de tes résultats scolaires vers une voie. Mais est-ce que pour autant, c'est celle qui te plaît, qui te définit au mieux? On ne sait pas. Et comme en France, après, du coup, une fois que tu es dans un boulot, c'est un peu mal vu, ou en tout cas, c'est pas culturel de pouvoir changer de métier parce qu'on va te dire que tu es instable. Donc souvent, tu restes là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, moi, je pense qu'on a cette diversité en nous et qu'à partir du moment où on laisse l'individu finalement explorer ce qu'il a en lui, ça favorise déjà la créativité. Parce que du coup, t'es pas cantonné à te dire, non, moi je suis que mathématicien ou que comptable. Tu peux aussi être, je sais pas, artiste, peintre, tu vois, aimer la musique, pouvoir créer des compositions. Donc déjà, voilà, cette diversité, c'est de l'individu. Et puis ensuite, ce qui favorise la créativité et la performance, c'est aussi d'être au contact, du coup, de personnes qui sont différentes parce qu'elles ont un autre point de vue, elles ont un autre parcours. Et donc, ça apporte de la hauteur et puis on échange, en fait, on se challenge les idées et c'est ce qui fait, du coup, aussi émerger plus de créativité lorsqu'on travaille en équipe. Et donc, toute cette créativité, forcément, derrière, ça amène l'innovation et la performance. Exactement. Et puis, lorsqu'on a, par exemple, des personnes aussi de différents profils professionnels ou différentes cultures, on a une meilleure vision aussi en termes business du marché, une meilleure relation client. Bien sûr. C'est-à-dire que demain, tu veux t'exporter à l'international, c'est pas mal, c'est intéressant d'avoir des personnes qui puissent parler différentes langues. Exactement. Et mesurer les enjeux aussi de l'interculturel dans ces pratiques. Voilà, business. Des personnes qui connaissent les coutumes du pays, etc. Donc comment est-ce que tu échanges, et puis ça favorise plus de liens. Moi, je l'ai vu à titre personnel, lorsque je travaillais dans un contexte multiculturel, de pouvoir même, ce ne serait-ce que dire quelques mots dans la langue avec laquelle, de suite, tu établis un lien avec ton interlocuteur, ce qui fait que lorsque tu as besoin de quelque chose, en fait, il va être plus enclin rapidement à te venir en aide, tu sais, que s'il sent qu'il y a une distance, tu vois. Ouais. Donc, moi aussi, même si c'est pour dire deux petits mots... dans la langue, moi je trouve que c'est sympa, quoi. On montre à l'autre un intérêt. Oui, c'est vrai. Et cet intérêt, quand tu parlais d'estime et de considération, on en a tous besoin les uns les autres. Donc de donner ça, ça génère en fait un mouvement de réciprocité et une relation finalement win-win. Voilà. Ouais, c'est clair. Et donc tu dis qu'une équipe avec des profils divers ou multiculturels est plus innovante et plus, du coup, peut-être plus rentable pour une entreprise. C'est ça que... Oui, écoute, il y a des études qui le montrent clairement, voilà, et qui font, on va dire, qui mettent en lumière le fait que dans un contexte économique stable, effectivement, de faire appel à des personnes qui te ressemblent, donc qui sont sorties des mêmes écoles que toi. Donc, si on prend le cas des ingénieurs, tu vas aller chercher des personnes qui sont sorties de telle et telle école. Dans un contexte donc économique plus stable, effectivement, le fait que vous ayez été dans la même école, que vous ayez les mêmes pratiques, la même culture,
ça va favoriser l'homogénéité et du coup, vous allez aller plus vite parce que vous pensez pareil et on va dire que vous avez le même mode de fonctionnement, donc ça va aller plus vite. Sauf qu'aujourd'hui, dans un contexte comme on le vit depuis plusieurs années, qui est instable, incertain, c'est plus qu'instable, mais c'est à la fois instable et incertain, on ne sait pas vers où on va. Ouais. Les études ont montré qu'effectivement, dans ce contexte, aujourd'hui, une entreprise aura plus de chances de pérenniser son activité, donc de rester en vie, entre guillemets, si elle fait appel à des profils différents et si elle intègre pleinement la diversité. Comme je te dis, la diversité, c'est pas que culturel, c'est la diversité des parcours, de profils. Et ça, oui, c'est ce qui favorise. Après, la créativité, on l'a dit, de par les idées, la hauteur de vue. Mais clairement, aujourd'hui, c'est ce qui est... J'avais envie de te poser une autre question, qui a... pas sur le même sujet, mais comment on fait pour trouver du sens au travail ? Alors, comment on fait pour trouver du sens ? Alors, là, j'ai envie de te dire, il faudrait retourner à l'origine du mot travail, en fait. Ouais, souvent... allons-y. Mais c'est vrai, parce que là, tu vois, quand j'interviens en formation, sur sur différentes thématiques, mais j'aborde souvent ce petite rétrospective, en fait, du lien et du rapport au travail. Alors, il faut savoir qu'en France, le mot travail a une origine latine tripalium. C'était un objet de torture, en fait. Voilà. Oui, voilà. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, du coup, dans l'inconscient, tu sais, on ne le sait pas. Okay. Quand je te disais que l'humain est conditionné des fois par des choses qui lui sont peut-être propres, mais qui peuvent aussi relever du collectif, en fait. Pourquoi torture Mais c'était un objet. Non, c'était un objet qu'on mettait aussi pour les bœufs, tu sais. Donc, et c'était un objet vraiment de torture. Quand je te dis vraiment de torture, pour torturer les gens. Ah ouais, d'accord. Ah oui, mais non, vraiment, sincèrement. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, si on allait appeler le truc que tous les gens font quasiment toute la journée, quoi. Non, mais l'origine, mais c'est ça. Donc, je pense que déjà, dans l'inconscient, c'est génial. On travaille, c'est pas, du moins, comme je te disais, c'est dans la culture française, le mot. Parce qu'en fait, sinon ailleurs, dans d'autres pays, moi, j'avais vu une conférence d'un spécialiste de l'interculturel qui disait, par exemple, qu'en Allemagne, pourquoi ils ont une autre vision. Mais oui, c'est ils ont le mot Arbeit. Voilà. Et travail, Arbeit, mais pour lui, il disait qu'en fait, ça fédérait tous les Allemands parce qu'en fait, ça renvoyait à une connotation, je crois, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais chevaleresque, tu sais, quelque chose, donc, si tu veux, ce terme... De plus valeureux, quoi. De plus valeureux, et puis qui, du coup, amenait l'adhésion, en fait, commune. Tu vois, donc, tout ça pour dire... Oui, donc la connotation du travail, et puis à l'origine, on travaillait pourquoi ? En fait, aujourd'hui, pourquoi on se pose de plus en plus cette question de sens ? C'est qu'à un moment, on travaille pour gagner sa vie, du moins pour manger, pour vivre. Hein, à l'origine du travail, on travaillait dans les champs, tout ça, c'était pour vivre. On est d'accord ? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est encore le cas aujourd'hui, non ? Enfin, on travaille pour avoir un salaire, pour... Oui, sauf qu'aujourd'hui, on travaille plus pour gagner de l'argent, et cet argent ne nous permet même pas, pour certains, pour payer plein de trucs. Et à la fin du mois, il reste plus rien. Tu ne peux même pas, des fois, finalement, subvenir à tes besoins fondamentaux, comme tu disais, de sécurité, de pouvoir manger comme il faut, de pouvoir même profiter de la vie. Donc... je pense que... Il faut arrêter de travailler. Non, c'est travailler différemment, tu vois. Et je pense que redonner du sens, c'est effectivement se positionner. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se demande effectivement, comme je te dis, pourquoi je fais ça ? Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Et comme je te disais, nous, on a été conditionnés, il fallait avoir un CDI pour travailler, pour avoir la retraite. Aujourd'hui, tout ça vole en éclats, ça n'existe plus. Donc, et puis il y a des gens qui sont restés en poste non pas parce qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient, mais parce qu'effectivement, tu fallait payer ça, et puis tu fallait payer la maison, et tu cotisais pour la retraite. Aujourd'hui, les nouvelles générations n'ont plus le même rapport au travail, et en même temps, même nous, en fait, je pense que c'était questionné, mais on n'osait peut-être pas le dire. Et pour moi, la manifestation des risques psychosociaux, c'est aussi un petit peu tout ça, en fait. C'est à quoi ça rime ? C'est-à-dire, comme on disait, l'humain devait se conformer aux conditions de travail. Or, aujourd'hui, on le voit, même dans la loi travail et dans la démarche de prévention, tu vois, de santé et de sécurité. C'est justement, on doit adapter le travail qui s'adapte à l'humain. On doit mais en fait, ça fait bon sens. Mais est-ce que c'est pas un peu comme du greenwashing, tu vois, pour certaines entreprises, c'est vrai que on dit ça, mais en vrai, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui font des burn-out, de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à trouver du sens dans ce qu'ils font, tu vois, c'est quand même... Même les jeunes d'aujourd'hui... on voit, il y a plein d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter les jeunes de la génération... oui, des nouvelles générations. Alors, si tu veux, la quête de sens... Z.
En fait, la quête de sens, elle peut être d'un point de vue, on va dire, holistique, tu vois, spirituel. Vraiment, c'est pourquoi je travaille, en fait. À quoi ça rime. Comme tu dis, si tu regardes qu'à la fin du mois, il te reste rien. Donc, tu peux te demander légitimement, pourquoi. Qui travaillent pour l'argent, oui, si tu travailles parce que ton but, c'est effectivement de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, etc. Ou je sais pas. Oui, mais même sans gagner beaucoup d'argent, je veux dire, si tu es un foyer lambda, tu travailles même si tu aimes ce que tu fais, mais si tu vois qu'à la fin, tu n'arrives même pas à te faire un petit peu plaisir, ça peut démotiver, en fait. Moi, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, tu dises, Mais après, il y a aussi la quête de sens. Comme on disait, on est dans un monde en perpétuelle mutation, transformation. Du coup, il y a beaucoup de transformations en entreprise, en fait, organisationnelles, tout ça. Du coup, qui amène aussi cette perte de sens. Moi, une fois, j'ai discuté avec un chauffeur de taxi, mais qui était avant travaillé dans un grand groupe aussi, opérateur, mais il me disait, au bout d'un moment, avec de nouvelles pratiques qui sont apparues, tu vois, de reporting, tout ça, différents niveaux de management, il me disait, on se retrouvait à ne plus être dans notre cœur de métier, mais à faire plus de l'administratif. Donc là, on en revient aussi, tu vois, par exemple, au mouvement des agriculteurs, qui disait, on passe plus de temps derrière l'ordi que dans nos champs. Ouais, c'est ça. Voilà, donc la quête de sens, elle est là aussi, en fait, tu vois. Dans le métier, quoi. Dans le métier, voilà. Le sens de ce que je fais au quotidien, en quoi c'est pertinent. Et là où c'est intéressant, effectivement, en termes de stratégie, c'est de pouvoir donner une vision d'ensemble à ses collaborateurs, à tous les collaborateurs de l'entreprise, pour leur dire, voilà, où est-ce que vous vous positionnez et en quoi ce que vous faites au quotidien impacte la performance, tu vois, de l'entreprise. C'est ce qui permet aussi, toi, de pouvoir te projeter et donner du sens à ton travail. Mais ça veut dire que là, tu dois avoir quand même un manager ou un top management qui a cette vision-là, tu vois, de l'entreprise, qui a une vision vraiment holistique de l'entreprise. Et souvent, eux-mêmes, déjà, tu vois, ils sont la tête dans le guidon, comme on dit, et ils n'arrivent pas à avoir cette vision-là, tu vois. Mais c'est l'enjeu, aujourd'hui, c'est de pouvoir s'arrêter au lieu de courir, du coup, finalement, parce que il y a des enjeux, et des enjeux opérationnels, on va dire, sur le court terme. Mais c'est vrai que c'est important d'un point de vue stratégique et lorsqu'on est dirigeant, tu vois, ou manager. Mais je pense que ce que j'entends beaucoup, c'est que souvent on dit, voilà, on n'a pas le temps. Mais moi, je pense qu'effectivement, il faut prendre le temps. Il faut prendre ce temps pour pouvoir, avoir cette vision d'ensemble et pour pouvoir anticiper et programmer, mettre en place des choses sur le court, moyen et long terme et communiquer aussi. Parce qu'en fait, ce qui fait défaut souvent, c'est la communication. On ne sait pas bien communiquer. Comment tu perçois, toi, l'évolution des besoins dans les entreprises en termes de bien-être au travail ? Parce qu'on a parlé de sens, mais le bien-être, tu vois, c'est encore autre chose. On y vient. Disons que c'est corrélé un petit peu. Et donc, c'est vrai qu'avec Harmonie Mutuelle... j'ai eu la chance d'animer en fait une agora sur le bien vivre au travail. Donc c'est organisé par des bénévoles sur différentes thématiques en lien avec la santé. Donc l'année dernière, ils avaient animé une agora sur l'endométriose, pour te dire. Et donc cette année, c'était... un épisode, tu l'as entendu, avec Amandine Jérôme sur l'endométriose. Pas encore. Le deuxième épisode de la saison. D'accord. Je fais ma pub un peu. Oui, il faudra que tu me redonnes le lien. Je te le redonnerai. Et du coup, mais en fait, oui, c'est un réel sujet, comme je te le disais. Bien sûr. Les risques psychosociaux, c'est ce qui remet aussi un petit peu, ce qui a remis l'humain, on va dire au cœur des discussions. Santé, le bien-être, santé. Ouais, mais quand on dit le bien-être au travail, c'est finalement trouver un équilibre, tu vois. De tout un tas c'est l'environnement. Quand on dit la qualité de vie au travail, c'est le management. Mais quand on parle de communication, pour moi, si on regarde, il y a vraiment un enjeu de communication, avant tout. Tu vois, à savoir communiquer. Savoir communiquer son mal-être ou ses besoins. Surtout, déjà, la prise en considération. Bon, là, il y a des obligations légales, effectivement, tu vois, par rapport à la santé, sécurité au travail. Mais ces manifestations-là aussi, elles sont récentes, tu vois, les risques psychosociaux. Il y a eu l'épisode, du coup, avec Orange, tu sais, sur les transformations. Donc, c'était... ça peut aller très loin. Et pour moi, c'est vrai qu'on n'a pas assez considéré, comme tu dis, l'humain et pris en considération ces différentes ces différentes dimensions, tu vois, de fébrilité aussi, tu vois, qu'on peut avoir. Les dimensions que tu avais données tout au début. Voilà, biologique, tu vois, on a quand même un corps, je veux dire, l'user, tu vois, au bout d'un moment, quand tu uses ton corps, tu as des troubles musculo-squelettiques, tu as des problèmes de santé. Lorsque tu as des problèmes de santé que tu n'es plus là, ça te met mal à l'aise parce que le regard des collègues, toi-même vis-à-vis de ton travail, tu vois, donc tu n'es pas bien mentalement, la charge mentale, les problématiques, en fait, aussi,
que ce soit personnel, comme je t'ai dit, on n'a qu'une vie. On n'a pas une vie professionnelle, une vie personnelle. Donc forcément qu'il y a des interactions, en tout cas il y a de la porosité. Ouais, c'est perméable. C'est perméable en fait, tu vois. Donc ça... Et tant qu'on ne prend pas tout ça en considération, l'humain dans son entièreté, bah, ça va être problématique. Et aujourd'hui, je ne pense pas, comme pour revenir sur tout à l'heure, le greenwashing là-dessus, je pense qu'ils ne peuvent pas se le permettre parce qu'aujourd'hui, y a de réels enjeux, même financiers. On voit combien ça coûte. En fait, ça coûte énormément d'argent. Les maladies, les arrêts maladie, les turnovers. Donc, il y a eu des études là, qui ont été faites, effectivement, qui montrent qu'il y a un fort taux de mal-être en France, au niveau du travail, un peu plus élevé dans le secteur du public que dans le privé. Ah ouais. Et ça touche, en fait, toutes les catégories, tu vois, les seniors, les jeunes, en fait, les femmes aussi, mais les managers aussi. Je veux dire, le mal-être au travail, c'est pas que les salariés, c'est les managers, c'est les dirigeants. Tout le monde est concerné, en fait. Sûr. On est tous dans le même bateau, donc forcément, lorsque une personne ne va pas bien, le reste, ça peut impacter. Donc, voilà, il y a ces enjeux qui découlent de... Mais tu vois quand même une évolution positive pour l'avenir, tu vois, sur ces thématiques-là ou J'ai envie de te dire, c'est comme pour l'environnement. À un moment donné, on ne va pas avoir le choix. Non, il faut prendre conscience. Et la prise de conscience, elle se fait doucement, mais sûrement. Et puis, effectivement, tu vois, ça amène des transformations. Donc, ça passe par la formation, la prise en considération de la part des dirigeants. Et je pense que là-dessus, c'est pas... peut-être que certains ne mesurent pas encore. Comme je disais, tu vois, l'intérêt ou l'important, c'est de mesurer les enjeux. Donc peut-être que parfois, les transformations ne se font pas parce que certaines continuent à générer, on va dire, du chiffre d'affaires, même avec des salariés qui vont mal. Donc ils pensent que ça va aller. Mais sur le moyen et long terme, ça ne va pas être pérenne parce que, comme tu l'as dit, les nouvelles générations n'acceptent pas ce que les précédentes générations ont accepté dans le travail. Par exemple, nous, on pouvait te dire, oui, bon, t'as mal parlé, mais c'est pas grave, tu vois, c'est ton boss. Les jeunes, beaucoup aujourd'hui, non. Si on me considère pas, si je suis pas respectée, je ne reste pas dans cet environnement. Et lorsqu'on parlait de chiffres, aujourd'hui, on voit qu'une entreprise qui pratique la diversité et l'inclusion au quotidien va être beaucoup plus attractive auprès des jeunes générations, jusqu'à 100% pour les 18-24 ans. Donc c'est pour te dire l'importance de développer et d'aller vraiment vers la création d'environnements professionnels plus inclusifs, plus équitables, où chacun peut penser, du moins, trouve sa place, en fait. Tu vois, quelle que soit sa différence, quelle que soit sa singularité. C'est vrai. Et comme tu dis, on est une valeur ajoutée pour l'entreprise et il faut que qu'elle soit vécue, manifestée. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des valeurs qui sont prônées, pour autant, est-ce qu'elles sont vraiment pratiquées dans l'entreprise ? Ça peut se discuter, c'est pour ça réel. Que je te disais ça parce que tu as beaucoup de chartes, tu vois, d'engagement, les 10 engagements de la diversité et de l'inclusion. Et en réalité, quand tu regardes vraiment, tu vois, au quotidien des salariés, tu dis, en fait, ils ont fait quoi de leur charte ? Oui, non, c'est vrai que entre, comme on dit, la théorie et la pratique, il reste du chemin. C'est vrai, il reste du chemin. Après, je pense que ça peut faire peur aussi, tu vois, un manager, une entreprise où, tu vois, de se rendre compte que ses salariés vont mal, tu vois. De se rendre compte, ça peut faire peur. De se dire, attention, il y a un problème. Non, mais tu sais, genre un peu stratégie de l'autruche, là, la tête dans le sable, t'oublies, allez, de toute façon, on avance, on continue, on fait du chiffre d'affaires, tout va bien, ça va revenir. Enfin, tu vois, des discours comme ça va aller, c'est juste une mauvaise période à passer. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais disons que là aussi, on voit la transformation aussi du rôle du manager en entreprise aujourd'hui, face à toutes ces thématiques, parce qu'il porte beaucoup de choses, mais c'est vrai que, en France, souvent, tu étais promu manager si on va dire pour le cas d'un commercial, tu ramenais beaucoup de chiffres, là, tu étais promu. Par la performance, tu vois. J'imagine que c'est pareil chez des ingénieurs. Le mec, il invente un truc génial, mais lui, il est promu manager. Mais pour autant, manager une équipe, c'est gérer de l'humain. Oui, voilà. Donc, du coup, si pas que des projets. Pas que des projets, pas qu'un budget financier. Donc, si tu n'as pas cette dimension humaine, mais c'est pas ce qu'on leur demandait aussi, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, c'est vrai que les managers eux-mêmes sont en difficulté parce que, effectivement, nous, du moins, le job pour lequel ce qu'on leur a demandé de faire, ils le font. Sauf qu'aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe, effectivement, eux aussi, il faut revoir certaines pratiques. Donc, peut-être revoir aussi, du moins, lorsqu'on fait une promotion, de réfléchir finalement qui est le
plus à même d'occuper un poste de manager. Ouais. Et pour pouvoir embarquer les équipes, effectivement, il faut souvent, voilà. Il faut la vision des deux, quoi. Il faut la vision, comme tu disais tout à l'heure, le manager qui sait comment fonctionne son marché, qui va réussir à faire du chiffre d'affaires, tu vois. Mais aussi un manager qui comprend la diversité de ses équipes, qui comprend le fait que tu vois, d'inclure peut-être des membres dans son équipe de divers horizons, tu vois, et qui est à l'écoute, qui... je parle. Non, pardon, excuse-moi. Mais en fait, c'est comme moi je me dis, c'est comme un coach, en fait. Ouais. Tu sais, d'une équipe, par exemple, de basket ou de foot. Ouais. Le manager, tu as une équipe, ou de rugby. En fait, t'as ta team. Ouais. Et il faut que tu saches, finalement, quelles sont les forces, les axes d'amélioration de chacun de tes joueurs pour pouvoir composer au mieux en fonction de chaque match, tu vois, et des enjeux, tu vois, de chaque projet, à qui, à qui je vais pouvoir faire appel pour est-ce que je fais appel à telle personne pour tel domaine d'expertise? Lui, il est bon là-dessus, mais il a quand même un côté plus créativité, donc je vais laisser le côté technique à l'autre personne, et puis je vais plutôt faire appel à lui parce que, tu vois, il a plus, je sais pas moi, d'esprit d'initiative, je sais pas. Donc, tu vois, l'idée, c'est finalement de mieux connaître, on en revient toujours pareil, c'est connaître l'autre. Voilà. Connaître tes équipes. De regarder au-delà. C'est connaître tes équipes, en fait. Et prendre ce temps-là, ça peut être au travers de team building, tu sais, de petits déjeuners, de pouvoir échanger, que chacun puisse, tu vois, s'exprimer. Au quotidien, tu vois, au quotidien, à l'écoute. C'est pour ça que, si tu veux, les enjeux sont énormes, mais pour moi, la solution, finalement, elle est très simple. Si on repart de l'humain, si on repart juste de l'humain, qu'on fait ce chemin de discuter, d'échanger, d'écouter, vraiment une réelle écoute, de ne pas minimiser aussi, tu vois, ce qu'on te dit. Parce que des fois, on a tendance, comme tu l'as dit, à minimiser les problématiques. Non, mais c'est bon, ça va passer. Je pense que déjà, tout ça, ça va amener quoi? De la confiance envers le manager. Parce que même si on est dans un contexte incertain, d'avoir un leader en qui on a confiance, qui nous dit, écoutez, je sais pas trop comment ça va se passer, mais on va faire au mieux. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, tu motives, tu génères de l'engagement, de la motivation, une fierté d'appartenance. Tu crées une cohésion d'équipe parce que lorsque tu mets en place des points d'échange où chacun peut s'exprimer et dire quels sont ses points de difficulté, peut-être même au sein d'une équipe, comme tu l'as dit, chacun est cantonné à ses tâches, mais peut-être qu'ils vont voir que telle information pourrait être utile à tel autre collègue, tu vois, générer et créer plus de transversalité au sein d'une même équipe. C'est comme ça que tu donnes la vision d'ensemble. Ce ne serait-ce qu'à l'échelle de l'équipe, plus après à l'échelle de l'entreprise. En fait, tu as fait le job. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est des choses... Ça fait rêver ton entreprise idéale. Mais moi, en fait, c'est ce que je propose. Du moins, c'est ma vision. Et c'est la solution que je propose effectivement aux entreprises lors de mes formations. C'est ce message-là en fait que je véhicule, et que ce soit d'un point de vue stratégique ou opérationnel. Pour moi, la solution, elle réside dans l'humain. Quoi. Et quand tu fais tout ça, derrière, tu vas cacher les cases de toutes tes obligations, ou en tout cas en termes de RSE, tu vois, de santé, sécurité au travail. Quand tu fais ce job-là, ça te fait comme un effet domino. Oui. Tout le reste s'enchaîne d'une manière vertueuse. Ouais. Voilà. Bravo. Ça fait, donc c'est une priorité stratégique pour les dirigeants d'entreprise aujourd'hui de considérer la diversité, l'inclusion et de mettre en place ce que tu viens de... Pour moi, plus que la diversité, on va dire c'est l'humain dans sa diversité. L'humain c'est vraiment dans sa diversité. La stratégie, effectivement, il faut qu'elle soit au cœur l'humain. Au cœur l'humain, mais comme tu l'as dit, pas d'un point de vue juste théorique et pour penser à tirer, parce que je terminerai là-dessus, j'ai un exemple d'une chef d'entreprise qui communiquait sur les réseaux, beaucoup, réseaux sociaux, qui attirait des nouvelles générations, mais qui s'étonnait de savoir pourquoi ils ne restaient pas. Et lorsque j'ai échangé un petit peu avec elle en posant des questions, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait une dissonance entre ce qu'elle était en train de montrer sur les réseaux sociaux pour attirer, et la réalité. La communication de ce qu'elle faisait pour attirer, et la réalité sur le terrain de la manière dont elle se comportait avec les nouveaux salariés et les jeunes. Du coup, ça ne matchait pas du tout. Ouais. Donc, finalement, c'est aussi rapporter de la congruence et de la cohérence, un alignement. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, si on veut fidéliser ou attirer des jeunes ou même les salariés en place, il faut ça. Il faut de la congruence, il faut de l'alignement.
et montrer par l'exemplarité aussi. Ouais. Voilà, après, on peut pas, je veux dire, quand tu as une entreprise, tu sais, tu peux pas aller sur tous les sujets. Tu peux commencer des fois par te dire, Ouais, tiens, voilà, tu vas petit à petit. petit à petit, te dire, tiens, euh, j'aimerais avoir plus de femmes. Voilà, je suis une entreprise dans l'industrie, j'aimerais attirer plus de profils parce qu'il y a des pénuries aussi. Tu vois, aujourd'hui, on a des enjeux de recrutement. Bien sûr. Donc, la diversité, c'est un levier Bien de sûr. talent Bien qui sûr. reste à considérer et qu'on a écarté. Donc, c'est vraiment s'ouvrir. Et pour moi, effectivement, c'est un enjeu stratégique. Et d'autant plus, comme je te disais, c'est qu'aujourd'hui encore, on a l'opportunité de prendre conscience et de pouvoir mettre en place des changements choisis, conscients. Mais il se peut que d'ici 5-10 ans, tu n'aies plus le choix. Et comme aujourd'hui, face aux enjeux environnementaux, c'est comme pour l'écologie, ouais, c'est ça. Tu vas te retrouver Obligé. dans le mur. Dans le mur, ouais. Et obligé, mais pas forcément peut-être de la bonne façon. Voilà, ça, tu ne seras pas préparé. C'est un changement brutal, quoi. Exactement. Donc, pour moi, oui, c'est un réel enjeu stratégique. Oui. Merci beaucoup, Leïla. J'ai envie de terminer Merci à toi. cet épisode avec un petit portrait chinois, ça te tente? Ok. Donc, je ne sais pas si tu connais le concept du portrait chinois, j'imagine. Tu vois, je te demande, par exemple, on va faire le premier, c'est si tu étais un super pouvoir, et toi, tu me dis, voilà, si tu étais un super pouvoir, tu serais quoi? Comme j'aime bien les voyages, tu l'auras compris, et découvrir... Vas-y, dis-moi. La téléportation. Ouais, exactement. La téléportation. Téléportation. Ouais. Tu te téléporterais et puis en plus, où, tu là? vois, ça serait un moyen de transport très écologique. Moi, j'ai pas envie que tu partes tout de suite, mais non. tu te téléporterais où, là, si tu pouvais? Là, aller en Asie, Asie Japon ou en Corée. Ouais. Ah ouais, génial. Trop bien. Si tu étais une couleur? Turquoise. Turquoise, alors ça symbolise quoi, la couleur turquoise? J'ai toujours aimé cette couleur depuis toute jeune, en fait. J'adore le turquoise et j'aime bien le bleu et le vert, et je me dis, en fait, c'est un mix. Les deux mélangés, ouais, voilà, c'est joli. Ouais. Le turquoise, oui, c'est... C'est du vert, ouais, le turquoise, le vert, l'espoir. Le vert, l'espoir, le bleu, la communication. Ouais, ça me... Ouais, ça me parle bien. Le vert, je crois que ça représente aussi le cœur. Le chakra du cœur, c'est ce que j'allais te dire, ouais. C'est vrai, le chakra du cœur, ouais. Donc, bleu et vert. Ouais, ok, d'accord. Si tu étais un mot qui symbolise la diversité ou l'inclusion, un seul mot, hein, parce que je sais que tu es très bavarde. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, un seul. Un seul, c'est chaud. Hein. C'est chaud, oui, parce que... La diversité et l'inclusion. Allez, je vais dire celui que je voulais mettre. Arc-en-ciel. Allez. Arc-en-ciel, ouais. Ah oui. Pour moi, on est... une pièce d'un puzzle immense, tu vois. Ouais. Et donc, les couleurs, on est chacun une couleur. Et quand tu fais tourner le spectre, là, tu as la lumière blanche, l'unité. Donc, et pour moi, diversité et l'inclusion, c'est ça, c'est d'être ensemble, rassemblés. Ouais, c'est ça. Hein. Et dans une forme, de paix. Donc, je dirais arc-en-ciel. Allez, parce que j'aime bien les couleurs. Mais moi j'aurais dit amour, tu vois. C'est vrai, non? Oui, mais j'y ai pensé aussi, c'est un des mots. Mais toi, t'es trop timide pour dire amour ou... Oui. Tu sais, on te dit, là encore, tu sais, t'as encore les croyances limitantes que certains mots, tu les utilises pas, tu sais, dans le... Ouais, non, mais c'est bien. Oui, mais amour, oui. Oui. Aimer son prochain. Exactement, il faut aimer son prochain, aimer ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, même si des fois c'est difficile, tu vois, et surtout, c'est aimer soi-même. C'est la base de tout, tu vois. Bon, bref, on n'est pas là pour faire de la psychologie. Non, mais c'est important, oui, non, mais l'amour, tu sais, c'est vrai. Ouais. Si tu étais un lieu dans le monde, un lieu. Alors, c'est pas forcément un pays ou une région, hein, ça peut être un lieu, par exemple, je sais pas, un genre musée. La mer, non. Tu vois, ou un stade de foot, par exemple. Moi, je serais le Vélodrome. C'est vrai? Moi, j'aime bien Marseille. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de diversité au Vélodrome. Ah oui. Moi, ça serait le Machu Picchu. Machu Picchu, ouais au Pérou, oui. Voilà, ouais. Parce que tu vois, c'est... Tu es allé déjà, non? Non, ça c'est un rêve aussi, c'est un rêve. Ouais. Mais du coup, c'est... Tu vois, il est perché là, comme ça, dans les montagnes. C'est majestueux, et puis... Retour aux sources des dessins animés d'enfance, quoi. Oui, et puis, j'aime beaucoup. Donc, le Condor, tu vois, tout ça. Ah oui. Non, mais c'est... Voilà. Le Machu Picchu, ça me plaît bien. Ouais. Et si tu étais une qualité humaine? Alors... c'est là où j'aurais positionné peut-être l'amour, tu sais. Ah oui. Mais la compréhension. La compréhension. Ouais. Ce qui me caractérise beaucoup, c'est ça. Ce que je m'aperçois, c'est que j'aime bien comprendre et connaître les gens. Et du coup, ça favorise une meilleure compréhension. Ça veut pas dire, tu vois, qu'on est toujours d'accord avec ce que font les autres, tu vois. Mais ça permet juste de s'extirper, finalement, de
de la haine, tu sais, quand tu Ben, comprends, bien sûr. voilà, tu Et de la peur aussi, tu vois. de la peur, Mm. et du coup, Mm. c'est ce qui t'amène, pour moi, la compréhension amène l'empathie aussi. Mm. Voilà. Carrément, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mm. Moi, j'aurais dit la patience, mais c'est parce que j'ai des enfants en bas âge. Ça, je l'ai appris aussi dans le cadre du parcours. Vraiment, J'étais on a pas dit du la tout patiente. patience est la mère de toutes les vertus, Oui, donc c'est- voilà. Je me répète ça des fois, tu sais, quand je suis un peu impatiente, je me dis, Leïla, patience, mère de toutes les vertus, oui. Respire. Mais oui. Ok, alors si tu étais un geste ou une attitude au travail qui symbolise le respect et l'inclusion. Alors, je dirais le sourire Ouais, et une main tendue. ouais. Ou ouais. j'inviterais, ou peut-être le geste, l'inviter la personne à venir à côté de moi. À venir à côté de toi, ouais, À prendre sa place. ouais. À prendre sa place. Ouais. Tu l'invites, lui, à prendre sa place, pas toi qui prends la place de l'autre. Non, voilà, qu'il lui prenne... Oui, parce que tu sais, dans Ouais. ce qu'on appelle les relations interpersonnelles, souvent la gestion des conflits, tu sais, Mm. on est dans un système qui nous met en concurrence les uns avec les autres, comme je te disais. C'est vrai. Voilà. Vrai. Et donc la diversité, Terrible. l'inclusion, ça fait la promotion plutôt de la complémentarité. Donc tu existes, chacun a sa place en fait. Bien Je sûr. prends pas la place de l'autre. Et je pense que c'est aussi plus sain, en fait, tu vois, en termes de relations interpersonnelles. Donc ouais, de l'inviter à prendre sa place lui aussi. Ouais. Mm. Ok. Et enfin, pour terminer, comme ça sera la fin de notre épisode. Si tu étais un conseil à donner aux jeunes qui veulent s'engager dans la diversité et l'inclusion, un conseil à donner Alors je leur dirais jeunes. de développer leur curiosité, parce Mhm. que lorsqu'on est petit, là aussi, on nous a souvent, tu sais, on entend dire la curiosité c'est un vilain défaut. Ouais. Je suis pas d'accord, parce que c'est pas la curiosité qui a un défaut, c'est l'indiscrétion, Mhm. tu vois. Mhm. Mais la curiosité, c'est magnifique. Mm. Donc, je les invite à être curieux, faire preuve de curiosité envers la vie, envers les autres. Du coup, c'est ce qui leur permettra d'avoir une meilleure connaissance, aussi développer leur connaissance dans tous les domaines. Parce que c'est ce qui va, comme je t'ai dit, Mhm. les amener à découvrir à la fois l'autre et se Mm. découvrir eux aussi eux-mêmes. Mhm. Et à ce moment-là, ils pourront... C'est quand tu vis, en fait, finalement, que tu te découvres toi aussi dans ta diversité, dans ta pluralité, que tu peux aussi faire preuve de bienveillance, d'empathie. Et quand je dis bienveillance, c'est ne pas juger l'autre, finalement. Mm. Tu t'extirpes du jugement. Quand tu Ouais. connais comment fonctionnent les modes de fonctionnement des uns des autres, ça te permet de pouvoir bien vivre avec les autres et composer, savoir te positionner. Donc, c'est le conseil que je donne. Eh ben, merci beaucoup Léa pour Merci cet à toi. épisode d'éclosion. J'espère qu'il vous a plu. Mais si vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce, je sais pas là où vous êtes, un petit j'aime sur quelle plateforme vous écoutez. 5 étoiles sur Spotify parce qu'elle a bien mérité ces 5 étoiles Léa. Je te remercie. Merci à c'était toi. vraiment 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 super cool de Ouais, te moi aussi, j'ai recevoir. beaucoup aimé. J'ai passé un super moment avec toi. Merci beaucoup Léa. Idem, plaisir partagé. À bientôt. À bientôt. Au revoir.